Je vais dire un tout petit mot, d'abord je vais dire bonsoir. Et merci d'être venu jusqu'à nous. Donc la soirée est organisée par l'Université populaire de Bordeaux. Peut-être certaines malheureuses ne connaissent pas. Et donc l'Université populaire de Bordeaux, c'est une association d'éducation populaire politique qui existe depuis une quinzaine d'années déjà. Et donc je vais en deux mots dire notre objet, pas de faire des méandres d'explication. L'Université populaire de Bordeaux est une association d'éducation populaire politique, donc elle œuvre à mobiliser, à créer et diffuser des savoirs et des pratiques, permettant que personnes, en particulier à celles des milieux populaires, je mets ça entre guillemets parce qu'on se perd en discussion sur la définition du mot populaire. Essentiellement, c'est d'avoir un public le plus large possible, avec un accès à tous, voilà, à tous, sans prérequis. Donc, pour acquérir la puissance d'agir, œuvrer à la transformation sociale, ça veut dire pour nous aider à ce que les personnes deviennent des citoyens et des citoyennes. Voilà. Avec divers éléments, vous retrouverez sur les petits cartons, il y en a dehors, j'en ai d'autres à votre disposition si vous voulez. Et puis sur notre site upbordeaux.fr, sur l'agenda, vous voyez tout ce que vous avez raté déjà, vous allez être malade. Et puis vous voyez aussi les événements que nous proposons. Vous avez aussi tout en bas de l'agenda sur notre site un petit palier qui vous permet de vous inscrire à la newsletter que vous recevrez une fois par mois. Comme ça, vous aurez une garantie du programme. Donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir ces messieurs. On va commencer par celui du milieu, c'est toujours le plus important. Ludovic Frobert, historien économiste, qui est l'auteur du livre qui est le support de notre soirée, Comment fonder une société utopique. Directeur de recherche au CNRS, qui est venu spécialement de Bordeaux, et on en remercie vivement. Les Bordeaux est une belle ville, vous allez sûrement en profiter. Ensuite, M. Pensol, ici, qui est maître de conférence en histoire, président de l'Institut Aquitaine d'études sociales. Et puis Pierre Crétois, qui est maître de conférence en philosophie à Montaigne. Et président de la Société de philosophie de Bordeaux, s'il vous plaît. Donc, si vous avez des choses à rajouter vous concernant, bien sûr, vous avez toute l'attitude et vous avez la parole. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a besoin de micro. Tout petit, c'est mieux. Ok. Merci beaucoup. Il marche aussi. Oui, ça a l'air de fonctionner. Alors, merci beaucoup à l'Université populaire de nous accueillir. Alors c'est aussi une conférence co-organisée par donc la Société de philosophie de Bordeaux et en la personne de Dominique Pinsol à l'IAES, dont il a été question tout à l'heure, et évidemment Pierre Leroux est une figure idoine pour réunir historiens et philosophes, puisque au fond c'est un philosophe qui permet de penser, de comprendre l'histoire du socialisme. Donc l'occasion était idéale. Merci beaucoup Ludovic Frobert, que l'on accueille pour la présentation de son livre, quelques lignes d'utopie, qui est un ouvrage sur la courte période qui court de 44 à 48 de la vie de Pierre Leroux. Donc au fond, je présente rapidement ce que j'en ai compris. Évidemment, tu approfondiras. Donc ça porte sur une expérience utopique, une sorte d'utopie concrète, organisée autour de la figure de Pierre Leroux. Celui-ci reçoit le droit d'ouvrir une imprimerie en 1844. Et ce qui se passe là-bas, à Boussac, qui est le village de la Creuse, où cette expérience a lieu, est très inspiré, me semble-t-il, mais des idées développées par Pierre Leroux dans un ouvrage de 1840, même date que Qu'est-ce que la propriété de Proudhon, de l'humanité. Et donc il s'agit, si j'ai bien compris, de penser ensemble la liberté individuelle et l'association humaine dans une forme de mysticisme, où s'allie un culte de l'humanité
un culte de la raison et de la science et un culte du progrès humain, mais alors entendu d'une manière socialiste. Cette expérience utopique communioniste, c'est pas communiste, c'est communioniste le terme qu'il utilise, revêt également une dimension féministe. Tu l'évoques, tu consacres un chapitre à ça qui est particulièrement intéressant, et s'interrompt en 1848 lorsqu'il est élu député. Alors c'est pas, je précise que il s'agit pas d'un livre proprement théorique ou présenté comme un livre théorique d'histoire des idées, mais c'est une narration. L'ouvrage est une narration à travers laquelle, au fond, la théorie et la dynamique sociale de son élaboration se font sensibles. Et c'est intéressant, c'est vraiment intéressant, très bien écrit, très agréable à lire, et on comprend les idées à travers l'agir, quoi. Et donc, ce livre rend compte avec intelligence, me semble-t-il, d'un mélange d'agir collectif, d'interaction concrète entre acteurs et actrices de l'expérience, notamment à travers les repas collectifs qui sont des épisodes qui reviennent régulièrement, où la nourriture se partage avec les idées et où la fraternité n'est pas seulement un mot, mais encore une fois une expérience. Et donc un des grands intérêts du socialisme de Leroux, dans la lecture que j'en fais à partir de cet excellent petit ouvrage, et la façon dont il rompt avec l'approche planiste de Saint-Simon, autre figure du socialisme du début du XIXe siècle, au nom d'une liberté individuelle régénérée par la pratique de l'association, dépouillée de ce qui sépare l'homme de l'homme, et en particulier de la propriété exclusive, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse, on y reviendra peut-être dans la discussion après. Ce qui peut faire penser à certaines formules, par exemple de Blanqui aussi, qui écrit « L'association substituée à la propriété individuelle fondera seule le règne de la justice par l'égalité ». Dans un article qui s'appelle « Qui fait la soupe doit la manger ». On est par là. Donc, ce que ça veut dire. Ce faisant, Leroux, ça m'a beaucoup intéressé aussi à faire une lecture philosophique, critique la figure de Malthus, et il s'oppose justement à l'idée que la rareté et la raréfaction des ressources sont une sorte de fatalité qui condamnerait les pauvres à la mort, au fond. Il affirme qu'au fond, tous les hommes ont leur place au banquet de la nature. Donc en renversant la formule de Malthus de façon qui me semble particulièrement forte. On pourrait dire au fond qu'il promeut une sorte de doctrine de la socialisation et du partage, plutôt que la doctrine de la propriété sur laquelle s'appuie la théorie économique naissante. Et ainsi, j'ai l'impression qu'il se trouve un peu à mi-chemin en fait, entre une forme de socialisme liberticide, entre guillemets, qui menace la liberté, c'est-à-dire à la Saint-Simon, où l'individu est absorbé dans le tout, et une sorte de libéralisme individualiste dissolvant, qui naît à cette période-là. Et il développe cette espèce de voie moyenne, néanmoins radicale, à travers une théorie de l'harmonisation des individus. Ça me fait penser à Fourier aussi, enfin ça aussi on pourra en rediscuter, parce que c'est pas la même chose, mais il y a quand même des points communs, me semble-t-il. Et en fait, c'est quand même une période, le début du 19e siècle, mais Ludovic Frobert le rappellera plus brillamment et précisément que moi, d'ébullition en matière de théorie et d'expérience au sein du mouvement ouvrier. Et dans ce cadre, Leroux est vraiment très intéressant parce qu'il est non seulement l'inventeur, alors là aussi peut-être qu'il faudrait préciser, mais du terme socialisme, mais il défend une position originale, quoi. Il est ni Saint-Simon, ni Fourier, ni Blanc, ni Proudhon, ni Blanqui. Et en même temps, il est un peu de tout ça. Il est un peu fabriqué de tout ce qui se pense à ce moment-là dans le mouvement ouvrier. Et il me semble que cette union dans la division du mouvement ouvrier reste la marque de fabrique de la gauche utopique, qui ne manque pas de ressurgir dans les périodes de crise ou de transition comme celles que nous connaissons aujourd'hui. Si vous voulez, c'est vrai qu'on reproche, là je fais un lien avec le contemporain, on reproche beaucoup aujourd'hui à la gauche d'être divisée, mais en fait, moi j'ai quand même le sentiment qu'elle a toujours été mue par un accord profond dans la perspective de la construction du progrès social, néanmoins avec des individualités qui se démarquent, qui se détachent, qui ont des propositions convergentes mais en même temps originales. Et je crois que de ce point de vue-là, au fond, ce livre arrive à point nommé, parce que je crois qu'aujourd'hui, le besoin d'utopie se fait à nouveau sentir. Et je crois qu'on est dans un moment qui pourrait se rapprocher à certains égards du début du 19e siècle, qui est un moment de transition politique, économique, et on vit aujourd'hui un moment de transition politique, économique, notamment du fait des crises environnementales, j'ai l'impression que c'est dans ce terreau que peuvent surgir de nouvelles utopies.
et l'urgence de nouvelles utopies. Et donc je crois que la lecture de ces textes-là est particulièrement... Ils ont été longtemps oubliés ou laissés de côté, hein, ces textes des socialistes utopiques français. Je crois qu'on gagne vraiment à s'y replonger, à s'en inspirer. Et c'est pourquoi j'ai trouvé la lecture passionnante et je remercie infiniment Ludovic Frobert d'être venu aujourd'hui pour nous parler de son ouvrage. Alors, je passe la parole parce que j'ai déjà trop parlé, à Dominique s'il a quelque chose à ajouter. Oui, bonsoir à tout le monde. Vous avez entendu des ronflements de Société de philosophie de Bordeaux, Institut Aquitain d'études sociales. En fait, c'est des micro-associations avec une poignée de personnes qui essaient de faire des choses et que l'Université populaire de Bordeaux fait très bien aussi de son côté. Donc on essaie de unir les forces en fait, parce que on est aussi dans le faire et dans l'agir, nous aussi. Donc c'est tout un tissu associatif en fait qu'il y a derrière cette réunion-là et puis ce genre de manifestation-là. Et la présence de Ludovic Frobert, que je remercie évidemment également pour sa présence, c'est pas un hasard dans le sens où finalement ce qu'il raconte de Leroux est tout entier dans cette articulation entre la pensée et l'action. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Leroux fait partie de ces gens qui ont décidé de faire quelque chose ici et maintenant. C'est un peu un zadiste du milieu du 19e siècle. Les autoroutes en moins et les grands projets inutiles en moins, mais c'est quelqu'un qui part dans la campagne, dans un petit village, et qui fait quelque chose complètement étonnant pour l'époque. C'est-à-dire qu'il décide d'aller installer une imprimerie et d'allier le travail de la terre, la vie en communauté, le travail intellectuel, la propagande politique, propagande au sens noble du terme, pour réaliser quelque chose ici et maintenant, réaliser une forme, aussi une sorte de micro-république sociale au fin fond de la Creuse, dans le petit village de Boussac. Et les échos avec aujourd'hui, et je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Pierre, c'est que ça fait écho en fait à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plein de gens qui, sans forcément aller jusqu'à la ZAD évidemment, hein, mais vont s'installer dans les campagnes, essaient de vivre dans des sortes de communautés, renoncent à vouloir attendre toujours le lendemain pour des lendemains qui chantent, etc. Et essaient de faire quelque chose ici et maintenant. Et c'est ce que raconte en fait Ludovic Frobert, de manière avec une narration, mais de manière très précise, très factuelle, très rigoureuse sur le plan historique. Hein. C'est pas de la fiction, hein. C'est pas romancé. C'est une narration mais qui est historiquement solide, qui s'appuie sur des sources historiques tout à fait fiables. Et c'est au fond cette expérience qu'il raconte et que l'on a souvent tendance à balayer d'un revers de main, notamment quand on en parle dans les TD d'histoire par exemple. Il y en a certains d'entre vous qui en doivent avoir des souvenirs, pas si lointains que ça, où généralement il y a toujours des théories qui disent mais il y en a qui ont essayé, et puis on dit oui, et alors ça a donné quoi? Si ça avait réussi, on ne serait pas là où on en est. Et donc, ah oui, alors c'était un échec. Et puis on passe à autre chose. Voilà. Et en fait, c'est cette notion d'échec aussi qui est remise en cause par le livre et qui donne matière à réfléchir. Mais je passe tout de suite la parole à Ludovic, qui enfin va pouvoir parler. Quand je vous écoutais, c'était très bien. C'était très bien. Merci à tous les deux. Merci aussi, je voulais remercier mes hôtes. Surtout si ce sont des micro-associations ou des micro-sociétés, je trouve ça fabuleux. Donc merci aux 3 institutions qui sont invitantes pour cet événement. Je veux aussi profiter de l'occasion, parce que c'est la première fois que je vois de visu mon directeur de collection, à savoir Dominique. Je voulais le remercier également, parce que c'est lui qui a accueilli cet ouvrage dans la collection Mémoire sociale des éditions à Bonn, et je n'ai eu qu'à m'en féliciter depuis le départ. Bon, voilà pour le début. Alors, je voulais, moi, vous présenter un petit peu, donc c'est une présentation qui va tourner autour de ce livre qui est sorti en novembre dernier. Je voulais vous le présenter en 2 parties. D'abord, je voulais insister sur d'où il sort ce livre. C'est un livre qui vient à la suite de tout un itinéraire de recherche que je voulais décrire un petit peu, parce que sinon on ne comprend pas, par exemple, pourquoi j'arrive à ce type de narration. Bon. Donc je vais un petit peu, dans un premier temps, essayer de vous expliquer comment je suis arrivé
en 2023-2024 à ce livre-là, après une vingtaine d'années ou 20-25 ans d'années de recherche sur ces thématiques. Et puis dans la deuxième partie, je vous parlerai plus proprement de Boussac, qui vous a déjà été présenté à la fois par Pierre Crétois et également par Dominique Pinsol. Alors, premier point, donc en amont de ce livre, le chemin que j'ai fait en amont de tout ça. Alors, ce livre procède en fait d'un itinéraire que je revendique comme étant assez artisanal. Un travail d'artisan sur un territoire historique qui est un territoire historique particulier. Ce territoire historique, en fait, il se découpe en deux champs, qui sont deux champs conjoints. Le premier, c'est celui du socialisme et du communisme à leur aube, au début, au moment où ils commencent à surgir, dans le premier 19e siècle. Le deuxième champ, qui est un champ connexe, c'est l'histoire des premiers mouvements sociaux, des premières révoltes sociales majeures, qui interviennent elles aussi, et pour des raisons de connexité, dans cette période qui va de 1830 en gros à 1848 et qu'on peut prolonger jusqu'à 1871. Alors ce qu'il faut dire et qui marque ce travail qui est un petit peu un aboutissement, c'est que moi je suis entré dans ce premier 19e siècle, qui est un siècle, ce premier 19e siècle très turbulent, en fait par le bas en quelque sorte. Parce que les premiers sur lesquels j'ai travaillé sur cette période-là, c'est ce qu'on appelle les radical artisans, c'est-à-dire les artisans politisés de Lyon, de la période 1830-1835, c'est-à-dire de la période pendant laquelle les canuts de Lyon mènent deux grandes insurrections, en 1831 et en 1834. Deux fois, ils se battent à l'intérieur de la ville. Et donc, je suis rentré par cette histoire par le bas. Comment je suis rentré concrètement, comment on travaille en tant que chercheur, je suis rentré d'abord en m'intéressant de très près à ce qui était considéré comme le premier journal ouvrier de France. Alors quand on dit ouvrier, c'est des artisans. C'est le premier journal écrit par des artisans en France, et il se trouve que c'était le journal des canuts. Ce journal avait un titre magnifique, il s'appelait L'Écho de la Fabrique. La Fabrique, c'était la grande fabrique de Lyon, qui est l'industrie de la soie à Lyon. Et on a travaillé à Lyon pendant 4-5 ans à éditer ce journal en ligne. En gros, on a été à la préhistoire de ce qui est maintenant la pointe, c'est-à-dire les humanités numériques. Et on a édité ce journal entre 2005 et 2010. Et ça a donné pour moi l'occasion d'une première réflexion, d'un premier livre qui est paru en 2009, sur ce journal, sur qu'est-ce qu'ils écrivaient dans ce journal. Ce journal était absolument fascinant parce qu'il racontait les révoltes du temps et qui étaient les révoltes face à la première vague de libéralisme dur qui venait face à eux. Bon, j'ai travaillé sur ça, et puis j'ai eu la chance de travailler sur les archives d'un prud'homme, tisseur de Lyon, qui s'appelait Pierre Charnier, le solitaire du Ravin, et qui a vécu dans le premier 19e siècle. De ça, j'en ai tiré d'abord une sorte d'admiration pour cette littérature d'artisans, parce que c'est vraiment d'un niveau qui est d'un niveau très fort en termes de lucidité des idées, en termes d'expression des idées. Et j'en ai tiré l'idée d'une sorte de démocratie turbulente chez eux, dans la mesure où ils expérimentaient la démocratie dans leurs ateliers, dans le cadre de la manufacture dispersée de Lyon, dans les ateliers de Lyon. Et puis la façon dont ils expérimentaient la démocratie à ce niveau-là, en particulier par exemple en investissant les prud'hommes, les amener à réfléchir à la démocratie en général et d'amener des choses qui étaient tout à fait nouvelles sur ce plan-là. Ça a été le premier territoire, et ça a été le premier territoire qui m'a fait rentrer, et j'insiste là-dessus parce que je suis rentré dans le 19e siècle en travaillant d'abord sur ces écrits qui étaient les écrits d'artisans, d'ouvriers, si vous voulez. Puis de là, je me suis mis à travailler sur l'autre partie de la littérature, parce que ces artisans étaient en lien, comme il a été présenté ici, ils étaient en lien aussi avec des intellectuels, mais c'était très souvent des intellectuels qui eux-mêmes étaient des artisans. Si on prend le cas de Leroux, on va y venir, Leroux c'était un typographe. Proudhon, pareil, c'était un artisan. Beaucoup avaient cette double compétence-là. Et donc j'ai travaillé sur plusieurs familles, parce qu'il y a plusieurs familles de ces premiers socialistes ou communistes des années 1830-1848. Des gens comme Buchez, comme Philippe Buchez par exemple, comme Constantin Pecker, comme Joseph Rey. Ils sont une foule à travailler à ce moment-là et réfléchir à comment créer de nouvelles sciences qui seraient les sciences du socialisme ou du communisme, c'est-à-dire des sciences du lien. On va y revenir
avec Pierre Leroux, c'est-à-dire des sciences qui sont des sciences, non pas des individus en lutte les uns avec les autres, mais des individus qui sont liés. Alors pour ça, il faut une science particulière, et on va l'appeler le socialisme ou le communisme, la science la science de la société ou la science de la communauté. Bon. Donc j'ai travaillé sur ces gens-là pendant un bon moment, jusqu'au moment, alors je suis aussi passé par des gens comme François-Vincent Raspail, des Républicains qui à ce moment-là aussi réfléchissent à tout ça. Et puis je suis venu à cette histoire qui se déroulait avec, non pas Pierre Leroux, mais les Leroux. Bon, je vais dire le cercle des Leroux, globalement. Bon. Et par rapport à cette double... Donc ça m'a pris, en gros, je suis au CNRS, donc par rapport à mes collègues, j'ai la chance ou la malchance de ne pas avoir trop à enseigner, mais ça m'a pris quand même une dizaine ou une douzaine d'années d'avancer, même une quinzaine d'années d'avancer sur ces deux terrains-là. Et j'ai avancé en ayant deux objectifs en tête par rapport à toute cette littérature. D'une part, je voulais réfléchir à ce qu'on pourrait appeler, alors je vais utiliser un terme qui est un terme un peu, pas savant, mais qui est un terme pour initier. J'ai essayé de réfléchir à une sorte de non-bullshit utopian socialism, qu'on pourrait traduire par un socialisme utopique non merdique. Bon, et alors ça, pourquoi cette expression-là ? Tout simplement parce que pendant très longtemps, on a considéré que, c'est ce que disait tout à l'heure Dominique, leurs productions étaient des productions relativement faibles. Et elles relevaient plutôt du domaine du rêve, de l'imagination, de la fantaisie et autres. Par rapport à ça, la position que j'ai prise en étudiant ces auteurs dans leur texte, et ça c'est un point sur lequel il faut insister, il faut lire les auteurs dans le texte, et non pas d'abord dans le texte, avant d'aborder les littératures secondaires. Je me suis rendu compte qu'on pouvait faire une autre hypothèse, c'était que probablement il y avait un véritable cœur et une véritable valeur analytique chez ces auteurs-là, et qu'en plus, sur un certain nombre de plans, ceux qui développaient tous ces premiers socialistes qu'on a dit en combat, Proudhon détestait Leroux détestait Blanc détestait Cabet, et ainsi de suite, il y a quand même des points communs. Et ils travaillaient en fait dans une même perspective. L'idée que j'ai un petit peu fouillée dans un autre texte, dans un autre bouquin, c'était de dire que très certainement, ce qui les unit, c'est une réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui les théories de la justice sociale. Et de partir des réflexions qui étaient des réflexions avancées par les Saint-Simoniens à l'époque, et en particulier des formules de justice du type « à chacun selon ses capacités, à chaque capacité selon ses œuvres », qui est ce qu'en langage du socialisme moderne, dont tu parlais tout à l'heure, c'est l'égalité socialiste des chances. Eh bien, eux ont considéré que l'égalité socialiste des chances, c'était pas mal, c'était super, c'était un progrès, mais c'était de là que devait partir le socialisme, et qui devait s'élever à partir de là à quelque chose de beaucoup plus, finalement, égalitaire et beaucoup plus fraternel, qui étaient peut-être des formes de distribution des richesses du type « à chacun selon ses besoins », parce que finalement, tout le monde a les mêmes besoins. Donc, ça a été le premier point sur lequel j'ai avancé en essayant de travailler cette base analytique. Et le deuxième point, dans le cadre de ces recherches, a été de me dire, bon, finalement, je travaille quand même sur un sujet qui a quelques échos avec notre présent. C'est ce qui a été présenté tout à l'heure. Bon, ça a quelques échos avec notre présent, parce que si on lit le journal des ouvriers en soie de Lyon, l'écho de la fabrique, si on lit Pierre Leroux, si on lit Proudhon, qu'est-ce que la propriété, si on lit Cabet, le voyage en utopie et autres, on se rend compte qu'ils essayaient de résoudre le même, en partie, il y a des différences, mais en partie les mêmes problèmes que nous, qui sont la dérégulation du monde et ce qu'ils appelaient, eux, d'un terme, l'individualisme. L'individualisme, c'est-à-dire une société d'individus, une société où le lien se crée par la compétition entre les individus. Et par rapport à ça, ils essayaient d'inventer autre chose. Et donc je me suis dit, il y a une proximité, mais il y a quand même une distance de 2 siècles. Comment aujourd'hui écrire les choses différemment pour rendre accessibles ces vieilles réflexions d'il y a 2 siècles, les rendre contemporaines pour le lecteur d'aujourd'hui. Bon. Et comment redonner goût, sens et sens à ces premiers espoirs et savoirs des utopistes. Bon. Et par rapport à ça, j'ai fait, et là encore, c'est parce que je dois dire que sur ce plan-là, j'ai vraiment le bonheur de bosser au CNRS, qui est un endroit merveilleux en termes de liberté de la recherche. Donc j'ai fait des pas de côté en matière de la façon dont on pouvait écrire aujourd'hui un livre d'histoire. Bon. Et alors que pendant une trentaine d'années, j'ai écrit des livres, des contributions qui étaient des contributions académiques, je me suis mis à écrire des choses qui étaient un tout petit peu décalées par rapport à ça. Des essais,
d'une part, ou par exemple par rapport à la façon dont en sciences sociales on écrit, eh bien dans l'essai on utilise le « je » beaucoup plus nettement. Je pense que, bon, ce qui est déjà un pas de côté par rapport à l'écriture académique. Puis dans un autre texte, j'ai franchi cette ligne, où je me suis posé sur cette ligne de crête, qui est une ligne de crête extrêmement périlleuse et extrêmement casse-gueule, qui est la ligne de crête entre la fiction et la narration. Et ça a été l'objet d'un autre travail, qui était un roman vrai, sur la famille des Raspail. Bon. Et puis pour les Leroux, même chose. Et là, j'ai adopté encore un autre registre d'écriture, qui était le récit. J'ai voulu écrire un récit, dans le cadre de ce livre-là. J'ai voulu écrire un récit, d'abord pour une raison factuelle. C'est que quand j'ai commencé à travailler sur Pierre Leroux et le cercle des Leroux, à Boussac et ailleurs, il y a très peu d'archives. Et notamment à Boussac, il n'y a pas d'archives. Les archives ont été détruites par les Leroux au moment du coup d'État de décembre 1851, où ils risquaient gros à ce moment-là, et donc ils ont brûlé leurs papiers. Donc on n'a pas d'archives. Ça a été une contrainte qui était une contrainte, je dirais, matérielle de ma recherche. Je ne pouvais pas, comme par exemple ce qui avait été possible de faire sur les Raspail, m'appuyer sur des fonds d'archives magnifiques, où il y a des correspondances, il y a des lettres entre les pères, les fils, les militants, et ainsi de suite. Là, ce n'était pas possible. Donc il fallait autre chose. Et je voulais... Donc j'ai adopté aussi pour cela la question du récit. Et j'ai adopté la question du récit aussi pour une raison plus méthodologique, c'est que le récit, c'est pas comme faire de la théorie. Quand on fait la théorie, finalement, on est toujours en surplomb de ces auteurs-là. Quand on fait un récit, on essaie de raconter le fil des événements et des choses. Et c'est quelque chose que je voulais absolument raconter dans le cas de Boussac. Parce que Boussac, c'est une expérience. Je vais maintenant vous en présenter les détails, mais c'est une expérience tout à fait particulière, où 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, jusqu'à, on a dit à un moment, 80 personnes vont vivre ensemble sur un petit lieu et vont essayer de créer une communauté. Et je voulais raconter, je voulais que, en quelque sorte, mon écriture, l'écriture de ce texte, reflète cette question de la créativité, de ce qui se jouait à ce moment-là dans cette communauté. C'est ce qui en traduisait également le caractère expérimental. Voir comment, je le note là, voir comment collectivement ou communément un ensemble d'hommes et de femmes s'empare d'une idée, d'un idéal, c'est-à-dire créer finalement à petite taille un nouveau monde, le transforme, le modifie et surtout l'applique, là encore, avec des modifications. Comment ça se fait dans le fil des choses? Au départ, on a une idée, puis vous le savez très bien, cette idée-là, dans les applications, ça va donner tout autre chose. On va s'adapter, on va bouger. Donc il y avait cette idée qui était très présente dès le départ dans le cadre de mon livre, et qui a fait que j'ai adopté une forme d'écriture qui est une forme d'écriture particulière. Non seulement une forme d'écriture, mais, j'insiste aussi là-dessus, également des dessins. Pour des raisons méthodologiques, je m'intéressais beaucoup aux lignes. Bien entendu, les typographes, je vais vous en parler à Boussac, c'est des gens qui travaillent sur les lignes. Et je me suis intéressé à toutes ces lignes de vie et à ces lignes d'idées qui se sont entrecroisées pendant 3 ans ou 4 ans à Boussac. Bon. Et à un moment, et là encore, je remercie vraiment mon éditeur, à un moment, à quelques mois à peine de la remise finale du manuscrit, j'ai dit à Dominique, j'aimerais bien qu'il y ait des illustrations dans mon bouquin. Et là, j'ai vu que c'était quand même quelqu'un d'assez tolérant. Parce qu'il a dit, pourquoi pas. Donc, j'ai commencé à travailler on a commencé à travailler avec une jeune illustratrice, avec une technique de dessin qui s'appelle le line art, la ligne en promenade. Une ligne en promenade, c'est une ligne qui se promène et qui se distingue d'une ligne qui va d'un point à un autre. Une ligne qui va d'un point à un autre, en fait, la distance entre les deux, elle est totalement abolie, elle ne compte pas. Tandis que quand vous avez une ligne en promenade, qui est une technique aussi qu'on va utiliser dans les dessins du line art, elle se promène. Elle se promène pourquoi? Non pas parce qu'elle est bourrée, c'est pas tout à fait ça. Ça peut être parce qu'elle est bourrée, mais ça peut être aussi parce que, tout simplement, là, elle va être attirée à gauche elle va être attentive à gauche par des individus, ou la nature, ou des bêtes, et elle va retourner après dans un autre endroit, et ainsi de suite. Et
et elle serpente jusqu'à son point d'arrivée. Mais entre les deux points, il s'est passé 1 milliard de choses. Et ce milliard de choses, c'était pour moi ces vies et ces idées qui se sont entrecroisées à Boussac. Bon. Donc voilà comment ce texte, voilà d'où sort un petit peu ce texte. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a précisément dans l'ouvrage quelques lignes d'utopie? Alors, moi je dirais que, par certains côtés, tout cet ouvrage-là, est peut-être le développement d'une formule absolument magnifique qu'on trouve chez la grande écrivaine. Vous savez, au XIXe siècle, il y a Balzac, il y a Flaubert. On a souvent insisté sur les hommes, les grands romanciers hommes. Et il y a George Sand, qui est une femme, qui écrit pendant tout le XIXe siècle et qui est probablement l'une des grandes autrices au XIXe siècle. Et qui va être une des protagonistes de cette histoire. On va y revenir. Et George Sand écrit dans une lettre aux maçons et poètes, parce qu'elle s'est beaucoup intéressée aux ouvriers, aux poètes ouvriers autour des années 1840-1845, elle les a beaucoup aidés. Et donc là, c'est un maçon-poète qui s'appelle Charles Poncy. Voilà ce qu'elle lui écrit dans une lettre du 24 octobre 1845. C'est un paragraphe très long, je le lis. Elle lui écrit « Quelqu'un conçoit un idéal. On en rit et on lui pardonne en disant « c'est beau, mais trop beau ». Puis il est en marche, les faits s'accomplissent, et il arrive que l'idéal est dépassé. Les hommes alors comparent et se retournent en souriant vers la première prédiction. Ils s'étonnent de la trouver si timide, et pardonnent alors à son peu d'ampleur à cause de la bonne intention. Ce qui ne les empêche pas, les enfants qu'ils sont, de recommencer à railler toute prédiction nouvelle. Ce paragraphe est intéressant, mais surtout il s'ouvre sur une formule, et George Sand, en tant qu'écrivaine, à la magie véritablement du verbe et de l'expression, elle s'ouvre sur la formule suivante. Elle écrit à Poncy ceci. Elle écrit « Voilà comment les utopies se réalisent, c'est toujours autrement et mieux. » Bon, alors c'est une phrase qui est magnifique, absolument magnifique. Bon, ça aurait pu faire... C'est un tout petit peu long pour un titre, mais c'est vraiment une formule qui est magnifique. Bon, et cette formule, finalement, guide en gros tout ce livre, parce que ce livre voulait raconter comment une utopie était devenue réelle. Tout à l'heure, Pierre utilisait la formule utopie concrète. Utopie concrète, aujourd'hui dans les derniers textes, on parle d'utopie concrète, mais c'est véritablement ça. Comment concrètement se réalise ou s'habite, se transforme pratiquement au quotidien une utopie. Comment ça se fait? Donc, comment les utopies se réalisent? Déjà, le réel de l'utopie. Deuxièmement, ça m'intéressait beaucoup, la question de l'autrement. C'est-à-dire, en gros, l'utopie, c'est pas, comme on vous l'a dit dans un certain nombre de textes, une sorte de penseur qui est chez lui, tranquillement, dans son bureau, et à l'intérieur de sa tête, il y a un idéal, et cet idéal se réalise comme ça. Bon. Non, ça ne se passe pas comme ça. Généralement, c'est tout un ensemble d'interactions. Il y a un premier projet qui a été présenté, puis ce projet est travaillé de façon incrémentale, collectivement et autres, et ça avance, et au final, parfois le résultat est relativement différent de ce qu'on avait prévu au départ. Voilà comment les utopies se réalisent. C'est toujours autrement, dit Sand, et donc la question du autrement, et mieux. Et ça aussi, c'est un point qui a été présenté opportunément tout à l'heure. C'est aussi le fait de dire, effectivement, dans un certain nombre de cas, on va dire, mais ça a foiré partout, ça ne marche pas, ça ne marche pas du tout. Bon. Quand j'ai commencé à écrire ces livres, j'avais été très frappé par un romancier qui a écrit un bouquin sur une expérience communautaire qui a eu lieu par des Français au Texas en 1855, et notamment par des fourriéristes. Le livre et le roman s'appellent « Le bruit des tuiles ». Et effectivement, il raconte l'expérience de la colonie fourriériste du Texas en 1855, et c'est une catastrophe. Bon, alors j'avais lu ce bouquin, c'est bien écrit, j'avais trouvé que c'était très bien, tout ça, mais à la fin du bouquin, je me suis dit, à quoi bon, aujourd'hui, écrire un livre comme ça, là-dessus? Bon. Dans le cadre de la question de Boussac, bien entendu, je me suis rendu compte que tout n'avait pas été rose, que s'il fallait mesurer le résultat final, est-ce qu'on donne 8 sur 10, 7 sur 10, 11 sur 10, 12 sur 10 et autres? Mais enfin, il y avait quand même du positif qui en était sorti. Il y a du mieux qui a été créé dans cette histoire-là. Et donc, le réel, le autrement et le mieux ont guidé la recherche. Donc, le mieux, c'est vraiment ce versant qui est le versant presque lumineux d'une utopie. Bon.
Alors Boussac, c'est quoi? Boussac, c'est une histoire, telle que je la raconte, qui se déroule, c'est pas non pas l'histoire de Pierre Leroux à Boussac, mais c'est une histoire qui va se dérouler autour de Pierre Leroux. Pierre Leroux est là, il est parfois au centre, mais il est parfois très légèrement décentré, et il y a tout un ensemble d'autres choses autour de lui qui m'ont intéressé. Alors, quand même, Pierre Leroux, c'est un sacré bonhomme dans la période. C'est un typographe, mais c'est un typographe qui va très rapidement, c'est quelqu'un qui a commencé des études, qui aurait pu réussir s'il n'avait pas eu un revers de fortune, qui aurait pu rentrer à Polytechnique, qui finalement va devenir typographe. Il est plutôt prote ou journaliste. Bon, donc c'est le haut du panier des typographes. Et tout à l'heure, on parlait des artisans du 1er 19e siècle qui font à ce moment-là les révoltes sociales. Les typographes sont, avec les tisseurs, parmi les artisans les plus turbulents. Donc Pierre Leroux, c'est un typographe et c'est un intellectuel. Il fait sa formation à la toute fin de la Restauration, dans un grand journal libéral où publient ceux qui vont retourner leur veste après 1830, des gens comme Adolphe Thiers, par exemple. Il va passer par le saint-simonisme dont on a parlé tout à l'heure, et puis il va être un tout petit peu gêné par un certain nombre de thématiques du saint-simonisme, dont probablement la formule de justice sociale, et il est accaparé par un autre mouvement qui ressurgit au début des années 1830 en France, qui est le républicanisme. Vous le savez sans doute, le mot « république » était prohibé en France à ce moment-là. Pour une raison simple, c'est que le mot « république » renvoyait au massacre de 1793, à la terreur. Donc généralement, on n'utilisait pas le mot « république ». D'accord ? Bon, alors aujourd'hui, il est utilisé par d'autres courants, ma foi, ils auraient bien fait de le laisser en été, mais bon, ça c'est une autre affaire. Mais enfin, voilà. Pierre Leroux, il passe par le saint-simonisme et puis il se dirige vers le républicanisme qui veut la démocratie, donc la souveraineté du peuple, donc la démocratie sur le plan politique, mais il veut aussi avancer sur la démocratie sur la question sociale. Bon. Il publie en 1833, par exemple, dans ce cadre-là, le manifeste de la Société des droits de l'homme, qui vient de ressurgir. Alors là encore, une grande société républicaine. Il fait partie des prédicateurs saint-simoniens, par exemple, qui sont à Lyon en 1831, au printemps 1831, 3 mois avant la première insurrection de Lyon. Il fait des prédications sur le vieux cirque du Haut, au-dessus de Fourvière, où il y a, paraît-il, 2000 ou 3000 canuts qui assistent. Il est là avec Jean Reynaud. Bon. Et puis, en 1834, il invente, ou il fait partie des inventeurs, d'un terme complètement nouveau. Bon. D'un terme complètement nouveau qui veut opposer à ce qui lui semble désormais caractériser le monde qui se met en place après la Révolution de 1830, qui est l'individualisme. Il veut s'opposer à ce mot-là. Il dit non, s'il y a un monde moderne qui se met en place pour remplacer le monde finalement des guerriers, des prêtres et des rois qu'on avait avant, ça ne peut pas être l'individualisme, parce que l'individualisme, c'est la reproduction sous une autre forme de la logique de la guerre. Bon, nous, on veut créer, explique-t-il au début des années 30, une autre connaissance pour un monde nouveau dans lequel il y a des choix à faire, il y a des choix qui sont désormais possibles. Et ce monde nouveau, ça va être un monde du lien. Et donc il invente un terme qui a quand même une certaine postérité, qui n'a pas totalement disparu en français, qui est le mot socialisme. C'est lui qui, autour de 1834, est parmi les tout premiers à utiliser le mot socialisme, c'est-à-dire une science du lien. Bon, et pour que c'est une science du lien, c'est à la fois une science, et puis c'est une philosophie, et puis c'est une religion, parce qu'une religion, c'est ce qui relie les gens. Bon, donc voilà ce qu'il veut faire. Alors, il avance, ça devient quand même un intellectuel, qui est un intellectuel atypique, parce que finalement, il vient du peuple, mais enfin, c'est un intellectuel de plus en plus évident. Il publie un grand corpus qui s'appelle l'Encyclopédie Nouvelle, qu'il prévoit comme étant, en quelque sorte, pour le XIXe siècle, industrialiste et probablement démocratique, qu'il espère. Il sera le pendant de ce qu'a été le Diderot et d'Alembert au XVIIIe siècle, de la grande encyclopédie. Donc, là aussi, c'est un gros corpus. Et puis, il publie son grand œuvre, De l'humanité, 2 volumes énormes à lire, qui paraît en 1840. Et là, il a une notoriété qui est absolument importante à ce moment-là. Par exemple, Heine l'appelle penseur sensible. Vous avez Marie d'Algou qui écrit La plus vaste intelligence de ses temps. Mazzini, Giuseppe Mazzini, le révolutionnaire italien, qui est celui qui va devenir le grand révolutionnaire italien, dit la plus forte tête de la France actuelle. Bon, c'est quand même quelqu'un d'assez important. C'est quelqu'un d'assez important, il le sait, et d'ailleurs il le pense lui-même, qu'il est quand même quelqu'un d'assez important, il le pense même peut-être parfois trop fort, et y compris au sein de la communauté de Boussac. Et
lui estime qu'il a réussi la synthèse entre les trois grands pères, finalement, de l'utopie au XIXe siècle, donc qui ont avancé avant lui, qui sont Robert Owen, Charles Fourier, Henri Saint-Simon. Lui, Pierre Leroux, estime, dans les années 30, qu'il a fait la synthèse des trois, c'est-à-dire qu'il a trouvé la formule qui lui permettait, enfin, de trouver la conciliation entre liberté, égalité et fraternité. Lui estime l'avoir trouvé, ça. Bon. Et de la même manière, il dit, comme je l'ai trouvé, j'ai réussi une autre synthèse, qui est une synthèse majeure pour notre temps, et il utilisera ça dans une lettre ultérieure. Il dit, j'ai réussi à faire entrer le socialisme dans la République et la République dans le socialisme. C'est-à-dire, il a réussi à marier ces deux grandes idées-là. Lui estime qu'il a trouvé cette formule. Bon. Et effectivement, on en parlait un petit peu tout à l'heure, effectivement, quand on lit, là encore, et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de prendre au sérieux ces auteurs, effectivement, quand on lit Pierre Leroux, il y a des choses sur le plan analytique qui sont des choses tout à fait novatrices. Il y a une théorie des facultés, tout à l'heure, si vous voulez, on pourra en parler. Il y a une théorie de la création, ou de la créativité, qui est majeure, à mon avis, qui est vraiment quelque chose de très original par rapport aux penseurs de son temps. Bon, il y a tout un ensemble de choses. Il y a une nouvelle théorie de la solidarité, donc il y a véritablement quelque chose d'important. Ce qu'il faut ajouter quand même immédiatement, c'est que j'étais attentif à ce que représentait Leroux sur le plan intellectuel à ce moment-là, mais il n'y a pas que Leroux qui va venir à Boussac. D'abord, je l'ai déjà dit, il y a George Sand, qui va être une sorte de la grande écrivaine qui est installée pas très très loin de Boussac, à Nohant, à une 50aine de kilomètres de là. Il y a George Sand, qui va être en quelque sorte la marraine, et une sorte de marraine financière, morale et intellectuelle de la communauté pendant longtemps. Et qui est quand même quelqu'un qui, à ce moment-là, développe une vraie œuvre. Parce qu'on est au moment aussi, vous savez, George Sand, quand même, c'est quand même un auteur. Elle a été énormément décriée pendant très longtemps en France, tout simplement parce que c'était une femme, au moment des grands romans du XIXe siècle. Mais elle est admirée, par exemple, par Dostoïevski, par tout un ensemble de grands auteurs américains ou autres. D'accord ? Donc, dans la période qui nous intéresse, George Sand, elle va accompagner la communauté de Boussac, elle ne va pas s'y installer parce qu'elle est à côté. Et puis, elle n'aurait certainement pas voulu vivre avec Pierre Leroux. Mais elle va accompagner finalement cette expérience. Mais c'est aussi le moment, en gros, où, entre 1839 et 1846, elle publie le cycle de tous ses romans socialistes. Elle publie 5 ou 6 romans qui sont considérés comme le cycle de ses romans socialistes, qui commence avec Le Compagnon du Tour de France et qui finit avec Le Péché de Monsieur Antoine, en 1846. Donc il y a l'œuvre de George Sand, Pierre Leroux, ok, mais il y a aussi l'œuvre de George Sand à côté. Et puis il n'y a pas que George Sand, il y en a aussi bien d'autres, et je citerai, parce que c'est un de mes favoris, Jules Leroux, qui est le jeune frère, l'un des jeunes frères de Pierre Leroux, et qui veut développer une économie politique, comme il dit, humaine, et qui va renverser, dans un certain nombre de textes importants qu'il publie à ce moment-là, toutes les catégories économiques qui sont alors avancées par l'économie politique libérale. Vous savez, on est à un moment où il y a en quelque sorte, c'est pas une internationale libérale qui se développe, pas encore, mais enfin il y a quand même une vraie nationale libérale qui se crée autour de l'œuvre d'un grand économiste qui s'appelle Jean-Baptiste Say, qui publie un traité d'économie politique en 1803 et qui va lancer l'économie politique libérale en France. Et il y a une grande école qui se crée dans les années 1830-1840, au moment où les Leroux, eux, vont réfléchir au socialisme. Eux développent ce qu'on appellerait aujourd'hui une économie politique, du libéralisme économique, et très fort, très, très solide. Bon. Par rapport à ça, lui, Jules Leroux, il va développer une autre économie politique complètement différente, qui va changer le rapport aux besoins, la définition de la production, la définition de l'échange, une véritable économie solidaire. Il veut développer une économie solidaire où la solidarité va non seulement concerner les rapports des hommes entre eux, ou des hommes et des femmes, mais également le rapport des hommes à la nature, et qu'il y a une solidarité, une forme d'association avec la nature. Donc il y a tout un ensemble de choses intéressantes qui sont là. Quoi qu'il en soit, vers 1843, donc, George Sand, donc, qui est à Nohant, invite Pierre Leroux, qui est alors dans une grande pauvreté, il est reconnu comme un grand intellectuel de son temps, mais il vit dans des conditions extrêmement précaires, et puis il a nombre d'enfants. Elle l'invite à s'installer à Boussac, en Creuse. Je ne sais pas si vous voyez où est Boussac,
il y a la Creuse, bon, qui est quand même pas le département le plus peuplé de France. Au milieu, à peu près, il y a Guéret. Et puis, sur le côté, pratiquement à la frontière nord-est, il y a Boussac, qui est une petite ville qui, à l'époque, fait 1000 habitants et qui doit en faire guère plus aujourd'hui. Et qui en fait guère plus aujourd'hui. Bon, et George Sand invite Pierre Leroux à se délocaliser et à venir s'installer dans ce lieu perdu. De venir s'installer, on peut le dire différemment, de venir s'installer dans un désert, en quelque sorte, pour y développer une nouvelle religion, une nouvelle philosophie, qui est la philosophie du socialisme, et la religion du socialisme. Créer là du lien dans ce désert, comme finalement l'ont fait les protestants quelques années plus tôt. Bon. Alors, comment? Pratiquement, ok, donc elle l'invite à venir à Boussac, mais pour y faire quoi? Qu'est-ce qu'il va y faire concrètement? Eh bien, d'abord, la première chose qui va se faire à Boussac entre 1844 et 1848, c'est une imprimerie militante. Ils créent une imprimerie. Ce sont des typographes, et ils vont d'abord, et en premier, à Boussac, pour créer une imprimerie. Bon, et il n'y a pas d'imprimerie à ce moment-là à Boussac. Il n'y a pas de brevet d'imprimeur à Boussac. Et donc, c'est une imprimerie militante, qui est une imprimerie doctrinale. Ils veulent sortir leur œuvre là. Donc, et c'est quelque chose qui est très important, parce que Pierre Leroux, en tant que typographe, on est aussi dans une période, nous on est peut-être dans une période où, et là encore c'est là où les allers et retours avec le présent peuvent se faire, on est dans une période de saturation extrême de l'information. Mais là, dans la période où il s'installe à Boussac, on est aussi dans une période où, un court moment, d'abord, il n'y avait pas de liberté de la presse jusqu'à 1830, puis entre 1830 et 1835, il y a eu une petite ouverture, et donc partout, il y a des journaux qui se sont créés. À Lyon, il y a 4 ou 5 journaux différents qui se créent, dont le Journal des ouvriers de Lyon, l'Écho de la Fabrique, mais dont aussi un journal féministe, Le Conseiller des femmes d'Eugénie Niboyer. Bon, là, il y a eu une ouverture qui se fait, et puis de nouveau, entre 1835 et 1840, impossible de publier, ou pratiquement impossible de publier. Donc la question d'imprimer et diffuser les idées est une question majeure. Et donc c'est pour cette raison-là que Pierre Leroux dit « La typographie, c'est, je le cite, l'art sauveur ». Bon. Et donc il va le faire alors, en essayant de développer une mécanique, et c'est un aspect dont on pourra parler aussi, parce que ces hommes, moi ce qui me fascine, mon épouse qui est dans la salle pourra vous le confirmer, j'ai quand même du mal à planter un clou. Bon. Mais là, vous aviez quand même un certain nombre d'artisans qui non seulement sortaient des traités d'économie ou des traités de philosophie ou des traités sur la religion, mais qui en même temps travaillaient les mécaniques typographiques et essayaient de faire des innovations sur les mécaniques typographiques. Et c'est le cas de Leroux, parce que pendant 2 ou 3 ans, il a tâtonné, il pense avoir trouvé une mécanique qui permettrait de démultiplier cet art sauveur, en faisant en sorte que non seulement la composition, non seulement l'impression, mais également la composition soit mécanisée. Et donc il dit ça serait une libération incroyable pour les gens qui travaillent sur les métiers. Bon, il la met jamais au point, il n'y arrive pas. Mais surtout le fait, c'est qu'il dit si on arrive à créer des imprimeries ou des machines de ce type-là, ça voudrait dire aussi que partout sur le territoire, tout le monde pourrait créer des imprimeries. Et donc on pourrait diffuser partout les idées, on pourrait les discuter partout. Bon, donc ce sont des enjeux qui sont des enjeux majeurs pour lui. Alors, ils veulent créer une imprimerie, c'est ce qu'ils appellent une œuvre un peu générale. C'est ça, c'est une œuvre émancipatrice. Créer une imprimerie et puis publier les idées là, publier le plus possible. On verra sous quelle forme. Imprimer, éditer des idées. Mais indissociablement, et c'est l'objet de ce travail, indissociablement, Pierre Leroux dit c'est une œuvre un peu générale qu'on va créer là, il le dit à son frère dans une lettre, mais il lui dit on va créer aussi une œuvre de famille. Et c'était un des enjeux du travail de regarder qui étaient tous ces gens qui vont arriver les uns après les autres à Boussac. Et je vous l'ai dit, à un moment, il y a ce bruit qui court, comme quoi à Boussac il y a 80 personnes. Probablement pas. Mais il y avait quand même beaucoup de monde. Il y avait quand même beaucoup de monde à Boussac parce qu'il y avait Pierre Leroux et il arrive avec sa famille. Bon, il arrive avec sa femme, il fallait savoir qui c'était, ses enfants, qui ils étaient, quel âge ils avaient. Bon, qui vont être les enfants qui vont naître à Boussac dans cette période-là également. Bon, il y a Pierre Leroux qui arrive avec sa famille, il fait venir Jules Leroux aussi, c'est les premiers à arriver, et puis les 2 autres frères Leroux, qui ont des personnalités complètement différentes, parce que
vous avez bien construit. Pierre Leroux, lui, c'était un véritable astre. Jules Leroux, c'était un type plutôt renfrogné et qui était probablement assez... ça devait être un sacré caractère. Bon. Mais enfin, c'était également quelqu'un qui écrivait beaucoup. Les deux autres qui arrivent, Achille Leroux, il est vraiment pas... ça semble pas être un type particulièrement sympathique. Et Charles Leroux, bon, est beaucoup plus obscur. Mais ils arrivent, et ils arrivent également avec leur famille. Alors, c'est pas, quand il dit une œuvre de famille, Pierre Leroux, il dit pas, c'est pas juste ses frères, c'est pas juste le sang. C'est tous ceux qui viennent, deviennent ses frères. Et tous ceux qui viennent, c'est notamment beaucoup de gens, beaucoup de ses collègues qui sont des typographes et des militants. Et parfois des typographes et militants. Bon. Et petit à petit, ce qui arrive, c'est par vagues successives, arrive tout un ensemble de personnages que j'ai cherché à certains moments à capter dans le cadre du livre. Il y a très peu de traces, on peut les reconstituer par certains articles ou autres. Des gens comme Ulysse Charpentier, qui était un avocat de Tulle, et puis qui accompagne Jules, et qui va se mettre à faire de l'impression. Adolphe Berthaud, qui est un tailleur de pierre. Grégoire Chansex, qui était un journaliste, mais aussi un typographe au départ. Prosper Charbonnier, Luc Dessages, Auguste Desmoulins, Alfred Fraisière, Louis Nettré, des typographes. Parmi ces typographes, il y a tout un ensemble d'histoires qui se développent. Un certain nombre de ces gens qui vont arriver vont devenir les gendres de Pierre Leroux, par exemple. Donc il y a toute une question de liens et de filiation, en plus, qui se crée. Parce que les enfants aussi, donc, dans cette communauté-là, à un moment, je pense qu'il y avait, globalement, il y a eu, probablement autour de 1845, 1846, 1847, il y a eu peut-être une vingtaine, 20, 25 adultes, peut-être 30 adultes, et puis il y avait à peu près autant d'enfants. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de gens. Alors là, je l'ai présenté de cette manière-là, c'est une histoire d'hommes, mais comme il a été dit aussi tout à l'heure, c'est aussi une histoire où les femmes sont très présentes, parce qu'il fallait savoir qui étaient celles sur lesquelles on n'a pratiquement pas de traces, qui sont les épouses des frères Leroux, par exemple, mais il y en a sur lesquelles on a plus de traces. Il y a par exemple, je vous l'ai dit, George Sand est une des protagonistes majeures de cette histoire-là. Il y a une autre femme qui arrive en 1847 qui a une très grande influence en tant qu'autrice, qui est Pauline Roland. Il y a probablement André Léo qui est en lien avec cette communauté-là, qui va être une grande communarde dans les années 70. Donc voilà ce qu'on a. On a des gens qui viennent un petit peu partout. Vous avez par exemple énormément de jeunes militants, intellectuels limougeaux qui vont venir très rapidement voir ce qui se passe à Boussac. Alors bon, ils viennent voir, mais ils vont pas que voir. Parce que Limoges va être, par exemple, avec Lyon, l'une des deux seules villes en France aux élections de 1849, alors qu'il va y avoir une réaction absolument partout sur le territoire. Lyon et Limoges sont les deux seules villes qui votent rouge. Il y a 11 rouges qui sont élus à Lyon, et je ne sais pas combien il y a. À Limoges, il doit y en avoir un petit peu moins. Bon. Et là encore, c'est une influence de tout ça. Et Limoges, pendant une centaine d'années, on va l'appeler la ville rouge, parce qu'il y a eu cette première influence qui a été une influence majeure. Et ça, c'est des gens qui, au départ, viennent faire un tour à Boussac. Il y a des Parisiens aussi. Bon. Donc il fallait étudier toute cette population. Qui était-il? Qui arrive? Qui repart? Qui est là? Quels sont les lieux? Où est-ce qu'ils habitent? Bon, un certain nombre d'entre eux habitent d'abord à l'hôpital, juste en face des remparts de l'ancienne porte de la ville de Boussac. Je sais qu'ils se sont installés là au départ. Et puis après, parce que la communauté commençait à croître, certains se sont installés dans les rues adjacentes, à l'hôtel de l'Écu, à d'autres endroits. Et puis à un moment, ils achètent un lieu un tout petit peu plus loin, à la Creusette, bon, à 200 mètres de là. Je sais que les machines étaient à un endroit, eux étaient à un autre endroit. Et j'arrive un petit peu à voir ce qui a pu se passer dans cette communauté-là. Bon, c'est des lieux, et puis c'est des moments particuliers. Parmi ces moments particuliers, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, parmi ces moments particuliers, je savais également qu'il y avait très probablement des banquets le dimanche. Il y avait des banquets le dimanche parce que, comme le dit Pierre Leroux, à un moment, il a des textes qui sont des textes très forts, en particulier dans un grand article qui s'appelle « De l'égalité ». Il dit l'un des signes de la fraternité, de la solidarité la plus forte, depuis les cités grecques anciennes jusqu'à aujourd'hui, c'est le banquet des égaux, la table où, pour manger, les gens venaient partager la nourriture, non seulement la nourriture physique, mais la nourriture spirituelle, les idées et autres. Et je savais que le dimanche, très probablement, en lien
à cette idée que développe Pierre Leroux dans l'article de l'égalité, je savais qu'ils se réunissaient. Bon. Et c'est pour ça que les chapitres du livre, c'est ce qui vous a été présenté tout à l'heure, et là c'est un dispositif rhétorique peut-être caractéristique de la pratique du récit, où on est obligé à certains moments de combler les choses en termes d'écriture. Donc j'ai choisi finalement d'articuler chacun de mes chapitres. C'est un banquet qui a lieu à Boussac entre 1844 et 1848. Donc c'est une suite de 8 banquets entre 1844 et 1848 qui rythment les événements, 8 banquets du dimanche qui se déroulent. Bon. Alors, j'en ai pour combien de temps à peu près encore? Tu as encore du temps. Une dizaine de minutes, 10-15 minutes. 10-15 minutes. Ok, ben c'est ce qu'il me faut. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans l'imprimerie? Bon, d'accord, j'ai dit, ils diffusent des idées. Bon. Mais de quelle manière? Bien sûr, d'abord en éditant ce qu'on pourrait appeler les grands œuvres, et notamment les grands œuvres de Pierre Leroux. Bon, par exemple, De l'Humanité, vraiment son texte majeur, a été d'abord édité à Paris en 1840. C'est le premier texte qui est réédité à Boussac en 1844. On sait que c'est le premier texte qui sort des presses de Boussac. On sait aussi qu'en 1849, le dernier texte qui sortira des presses de Boussac, c'est son autre livre, Malthus ou les économistes. Malthus et les économistes, en 1849. Donc ils sortent des livres. Mais ils ne font pas que des livres, ils se focalisent sur ce qui est important à ce moment-là. Et ce qui est important à ce moment-là, ce sont les journaux et les revues. Bon, c'est le nouveau médium de l'époque. En quelque sorte, c'est le Internet de 1840, avec peut-être beaucoup plus de contrôle sur la production. Bon. Voilà simplement une citation qui ne sort pas de Boussac, mais qui sort de mon journal des Canuts de Lyon en 1832. Voilà ce qu'écrivait un journaliste artisan de Lyon en 1832. Je le cite, « Bouclier, un journal sert d'arme défensive. Javelot, il sert à l'attaque. Miroir, il réfléchit les opinions. Arène, il leur ouvre un champ libre. Table rase, il reçoit et conserve leur expression diverse. » C'était un enjeu majeur pour tous ces courants, et tous ces courants socialistes, en fait, publiaient leurs propres journaux. Et à Boussac, c'est ce qui va se passer. L'une des principales activités de l'imprimerie de Boussac entre 1844 et 1848 va être la publication de 2 journaux différents. Le premier journal, c'est un journal où, là encore, à l'origine, et peut-être à la manœuvre au départ, se trouve, plus encore que Pierre Leroux, Georges Sand. Et ce journal, c'est un journal local, qui va s'appeler L'Éclaireur de l'Indre. L'idée était très simple, qu'a développé Georges Sand, c'est que il n'y avait aucune raison pour lesquelles les idées ne devraient naître qu'à Paris, pour venir après ruisseler vers les provinces. Elle considérait que partout dans les provinces, il devait y avoir une opinion, et une opinion publique qui était en capacité de s'exprimer, de se développer, de se perfectionner. Et donc, elle veut absolument créer un journal politique dans l'Indre, dans le centre de la France. Et ça va être l'Éclaireur de l'Indre, qui va être un journal très important, encore une fois, pour l'éducation politique des populations dans cette période-là. Ça, c'est le premier journal qui publie. Bon. Deuxième journal qui sort des presses de Boussac, un journal qui est plutôt un journal, je dirais un journal de doctrine, un journal théorique. Et ce journal va s'appeler La Revue Sociale. Donc ils sortent leurs 2 journaux simultanément. Ils sortent les bouquins, et puis en même temps, surtout, ils veulent arriver à capter ces 2 journaux-là, L'Éclaireur de l'Indre et La Revue Sociale. Et quand on regarde ces journaux, on se rend compte que, bien entendu, il y a beaucoup de Leroux, de Pierre Leroux dedans. Beaucoup, beaucoup. Mais il y a aussi tous les autres qui s'expriment, et parfois avec des petits différentiels de voix qui sont intéressants à capter. Donc il y a Pierre Leroux qui s'exprime là-dedans, mais il y a aussi Jules Leroux, il y a des articles très importants de Jules Leroux, de Luc Dessages, qui va devenir un des gendres de Pierre Leroux, de Desmoulins, un autre gendre d'ailleurs, Champsex, de Pauline Roland, il y a des articles de Pauline Roland qui paraissent dedans. Donc voilà tout ce qu'ils font en premier. Et quel est le résultat de tout ça au bout de 2 ans ou 3 ans? Il y a un résultat qui est principalement un résultat doctrinal. C'est que contre ce qui voit poindre à ce moment-là, et qui est, là encore on parlait des entrechoquements entre le passé et le présent, contre ce qu'ils appellent la plutocratie, c'est-à-dire le règne de l'argent, un règne politique de l'argent. Contre la plutocratie et l'individualisme qui est tenu à la fois par les élites politiques, et à ce moment-là c'est Adolphe Thiers, les élites religieuses,
c'est Lacordaire et les élites économiques. C'est un économiste ultra-libéral qui s'appelle Dunoyer. Et on est aussi dans la période où tout ça, c'est pas juste des idées. On est aussi dans la période 1840-1848 où a lieu cette expérience de Boussac, qui est entre 44 et 48. On est aussi au moment où se constitue la première mouture de ce qui va être le grand capitalisme français. La grande question à cette époque-là, c'est les chemins de fer. Et il commence à y avoir des concentrations de richesses qui sont absolument, d'abord, des concentrations de richesses, et puis des formes de collusion, de vol, de rapine et autres, par ce qu'on appellerait aujourd'hui les ultra-riches, qui sont absolument hallucinants. Donc ça se passe dans les chemins de fer, ça se passe dans la banque, et ça se passe dans les voies de communication. Bon. Et donc par rapport à ce qui voit apparaître, contre cette plutocratie et ce règne finalement sacralisé de l'individualisme, c'est-à-dire, encore une fois, il y a le mot apocryphe de Guizot qui sert finalement de leitmotiv au régime de Juillet entre 1830 et 1848. Le mot de Guizot, probablement inventé, mais il n'y a pas de fumée sans feu, c'est « enrichissez-vous ». Bon. Par rapport à cette idée-là, eux, à Boussac, estiment qu'ils ont avancé sur la formulation d'une alternative idéale et d'une alternative qu'ils sont en train d'expérimenter à petite échelle à Boussac. Et ils pensent qu'ils ont arrivé à trouver, et à un moment, d'ailleurs, Leroux, avec son style habituel, plein de modestie, dit « la science est trouvée ». En gros, c'est « j'ai trouvé la science ». Bon. Il dit « la science est trouvée » parce qu'il pense qu'il a articulé à la fois un dogme moral, la solidarité, une règle politique, une règle d'architecture politique, et une formule économique, le circulus. Et donc il estime que, comme il a trouvé la vérité idéale, il va suffire de la diffuser, notamment à travers les journaux, pour l'imposer, et pour l'imposer sans violence. Donc dans ces années, on est à ce moment-là, 1845, 1846, 1847. Bon. Alors il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes. Là encore, il y a des choses qui sont discutables, mais il y a aussi des choses qui sont extrêmement intéressantes dans sa science trouvée. Et notamment, il y a cette théorie absolument fabuleuse, qui est redécouverte à l'heure actuelle, évidemment pour des raisons évidentes, qui est ce qu'il appelle la théorie du circulus. Et la théorie du circulus, c'est une théorie de l'économie circulaire. C'est la formulation à la fois d'une économie de suffisance. En fait, au départ, pour le dire le plus trivialement possible, c'est une théorie de la merde. Voilà. C'est quelqu'un qui a travaillé sur les excréments humains. Et donc, il travaille sur les excréments humains et sur la fertilité des excréments humains pour montrer que si on se trouve dans une économie, si on accepte d'être dans une économie de partage, donc à chacun selon ses besoins, et une économie de suffisance, des besoins qui sont adaptés à la situation et notamment adaptés à la nature, qu'il n'y ait pas de prédation sur la nature, eh bien, il y a un cercle qui se met en place, qui part de la production des biens à la consommation par l'individu, puis se crée tout un système d'excréments, et ce système d'excréments permet de refertiliser la terre et autres. Et donc il développe dans un certain nombre de textes de l'année 1846, qui reproduira après un petit peu plus tard, il fait ce qu'on appellerait un écosocialisme, ou plus clairement aujourd'hui, on appellerait ça une théorie de l'économie circulaire. Bon. Donc ça, on pourra en parler, parce que c'est aussi lié à l'expérience qui se passe à Boussac, parce que non seulement, là encore, et c'est pour ça que je vous disais que c'était des histoires liées, c'est une histoire des idées, mais c'est aussi une histoire des faits. Pour une raison simple, c'est qu'à l'hôpital ou à la Creusette, à Boussac, la cinquantaine de personnes qui étaient là, si on compte les enfants, avaient bien besoin de manger. Bon, ils avaient bien besoin de manger, donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont d'abord acquis quelques terres, et puis après, pour des raisons que je ne peux pas développer ici, eu un fermage de 25 hectares un tout petit peu plus loin, à 1 kilomètre de là. Et là, ils ont essayé d'expérimenter la théorie du circulus. Donc ils ont essayé de le faire. Et semble-t-il, bien entendu, c'était difficile. Alors ils ont essayé ça, ils avaient mis même en place un système de tuyaux. Enfin, c'était ce qui se faisait à ce moment-là. Bon, simplement, l'histoire elle-même, vous le savez, c'est une histoire qui avance. Donc voilà, en 1846-47, Leroux annonce probablement à table à ses disciples, j'ai trouvé la science est trouvée. Bon, un certain nombre doivent marmonner, parce qu'ils se rendent bien compte de ce qui est en train de se passer, c'est que le régime de Juillet devient de plus en plus invivable. Vous le savez peut-être, mais en janvier 1847, il y a un massacre à Buzancais, où il y a une famine, donc les ouvriers, les paysans, un certain nombre de paysans se soulèvent, il y a plusieurs morts, la répression est extrêmement forte partout, et ça fait scandale, et on est 1 an avant la révolution
de février 1848 en France. Bon. Donc la situation se tend énormément. Elle se tend de façon générale, et je pense à mon avis qu'elle se tend à l'intérieur de la communauté de Boussac, où Leroux leur dit « surtout ne bougez pas, avec cette science trouvée, on ne doit absolument pas aller au combat ». Et il se fait, sur ce plan-là, reprendre par un certain nombre de ses alliés en interne, mais également en externe. Bon, c'est une histoire qui est, je vais peut-être décourter là, parce que sinon j'en aurais pour un petit moment encore. Donc l'histoire se finit comment? L'histoire de la communauté de Boussac avance à ce moment-là. La question qui se pose à la fin de l'année 1847, c'est jusqu'à quel point, désormais, avec ce système d'idées, avec ce qui a été démontré et prouvé dans la communauté de Boussac, on s'engage politiquement. Et on s'engage politiquement, ça voulait dire, en 1847, s'engager dans la campagne des banquets, qui commençait à faire bouger le régime de Juillet et qui allait aboutir à la révolution de février 1848. Leroux est sondé à plusieurs reprises. Il est sondé à plusieurs reprises parce que pour les Limougeaux et les socialistes Limougeaux qui se mettent en place à ce moment-là, c'est lui qui est véritablement leur maître à penser et leur maître à comprendre finalement l'idéal et les réalisations qui sont les réalisations alors possibles. Bon. Et à plusieurs reprises, Leroux refuse. Il refuse de présider le grand banquet qui a lieu à Limoges. Et puis il va refuser, juste au lendemain de la révolution de février 1848, il va refuser de devenir député, de se présenter à la députation pour Limoges. Bon. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en février 1848, il devient maire de Boussac. Il y a tout un ensemble d'épisodes qui sont racontés dans ce livre, dans lequel, à Boussac, à la fin du mois de février 1848, finalement, il devient maire de Boussac pour quelques semaines. Bon. Et cette histoire continue jusqu'au moment où je considère qu'on peut estimer que c'est le début de la fin de la communauté de Boussac. Aux élections complémentaires de juin 1848, Pierre Leroux est élu député de la Seine. Il se situe il fait un nombre de voix entre Thiers d'un côté et Victor Hugo de l'autre côté. Et donc il va partir. Il part de la communauté de Boussac, et j'estime qu'à partir de ce moment-là, la communauté quand même se délite. Bon. Et elle se délite, mais il y a tout un ensemble de choses qui ont été faites. Et il y a tout un ensemble de lignes qui se développent par rapport à ça. On parlait tout à l'heure de l'enjeu d'écrire ce genre de choses. L'enjeu, c'est aussi de dire à l'arrivée, bon, ça n'a pas été une catastrophe complète, ça n'a pas été un échec complet. Donc il y a des lignes qui se développent, des lignes en termes d'idées, il y a des idées qui ont été produites, qui ont été des idées importantes, encore une fois, et qui seront reprises par la suite. Et puis il y a des réalisations. Ce qui se passe à Boussac, par exemple, permet, au printemps 1848, permet aux ouvriers de Limoges de travailler à la création de coopératives de production. Bon. De la communauté de Boussac va partir à ce moment-là pour Paris quelqu'un comme Pauline Roland. Pauline Roland, en 1849, elle crée l'union, elle crée l'association, parce qu'elle est à Boussac, elle s'occupait par exemple de l'éducation, et elle crée l'association des instituteurs, institutrices et professeurs socialistes en 1849. Et cette association-là, elle dit il y a un vrai enjeu et il y a une vraie réussite qui se fait. Il y a une vraie potentialité de changement-là. Cette association-là, elle veut absolument, en 1849, qu'elle s'associe à toutes les autres associations ouvrières qui sont en train d'éclore à Paris et qui résistent finalement au recul de la République après juin 1849.